Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue sur la seconde partie de l'entretien avec Louis Miguerou autour de la prise en charge des musiciens. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite de ce pas à le faire avant d'écouter ce qui suit. Si c'est déjà fait et après 2 semaines d'attente insoutenable, voici la suite avec un focus sur l'examen clinique et la prise en charge de ces patients. Ne ratez pas la dernière partie où Louis distribue tout un tas de liens pour vous aider au quotidien. Et encore une chose, n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et donc dans les troubles neuro, on a effectivement ce trouble un peu spécifique qui est la dystonie de fonction, qui est un trouble un peu particulier, qui est donc une contraction, une co-contraction involontaire agoniste-antagoniste, qui fait donc un peu comme une... Alors ça a été décrit au départ chez les écrivains, comme la crampe un peu de l'écrivain, c'est ça. Et ensuite ça a été développé chez les violonistes, chez les musiciens. Et donc cette pathologie qui est très particulière à voir et à rééduquer. Tu peux nous expliquer rapidement, sans rentrer dans les détails, les principes de cette atteinte ? Alors, donc là, en ce moment, il y a plusieurs... on n'est pas sûr encore de l'étiologie. Il y a des facteurs qui sont identifiés, comme effectivement le jeu très intensif, avec des douleurs, une fatigue qui est présente depuis un petit moment, des troubles musculo-squelettiques déjà présents peuvent favoriser l'apparition de cette pathologie. Alors en termes d'étiologie, comment je vais aborder ça ? Le truc le plus, qui me semble parler le mieux, c'est justement un continuum qui a été proposé par un auteur qui s'appelle Alten Müller, qui travaille beaucoup sur cette pathologie et qui lui fait un continuum entre le trouble musculo-squelettique et l'atteinte neurologique. Donc il y a un trouble musculo-squelettique qui se met en place, qui devient pérenne à cause de facteurs de risque, donc en termes de charge, en termes de facteurs psychosociaux, etc. etc. Ce trouble dure, et au final, il arrive par modifier le schéma moteur. Il arrive à s'ancrer quelque part dans le schéma moteur du musicien, et donc ça donne après un trouble neurologique, avec vraiment quelque chose qui est totalement involontaire et qui est assez compliqué à rééduquer. Je pense notamment à un pianiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Tarot. Tu vas me dire si ça s'apparente à ça. Lui, par exemple, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il joue avec des partitions. Parce que ça peut lui arriver soit d'avoir un trou de mémoire, soit d'avoir une espèce de... il dit une saccade dans la main qui se produit à un moment donné où il s'y attend pas. Et est-ce que ça, on peut considérer que c'est une dystonie ou c'est encore autre chose ? Ouais, le côté saccade dans la main. Alors, je connais pas ce pianiste. Ce côté saccade dans la main, ça fait un peu ça quand même. Ça fait un peu quand il y a une perte de contrôle. C'est ça. C'est assez caractéristique souvent, ouais. La perte de contrôle, quelque chose d'involontaire, c'est pas censé être douloureux. Donc il n'y a pas forcément de douleur. Alors j'ai pas notion que le fait de... J'ai pas la notion que le fait d'avoir une partition influence sur ça. Je pense que... Est-ce que le stress a un impact ? Oui. C'est pour grandement. ça. Je pense qu'à mon avis, la partition, c'est pour se rassurer. Ouais. Tu vois parce que... dans d'autres instruments c'est le cas, mais en piano par exemple c'est l'usage de faire du par cœur. Et effectivement tous les pianistes du monde qui jouent ou qui ont joué par cœur, d'ailleurs tous les instrumentistes du monde qui ont joué par cœur, ils ont toujours cette espèce de peur du trou de mémoire. Et je me dis, ça peut être une source de stress énorme et qui peut peut-être déclencher ces dystonies, non ? Alors effectivement, en fait, au niveau du stress, on voit qu'il y a... Donc quand on fait l'étude est assez rigolote. Donc ils ont mis des musiciens qui étaient en train de se faire gueuler dessus par leur chef d'orchestre, et puis des musiciens qui étaient dans une pièce où tout allait bien, il y avait des petites musiques, c'était doux, il y avait des petits oiseaux qui chantaient. Bon, je romance un peu le truc, mais c'était un peu ça. Et en gros, il y avait beaucoup plus d'erreurs de tempo chez les musiciens qui étaient soumis à un stress.
d'erreurs de tempo. Et en fait, ces erreurs, alors là, on en vient à des mécanismes neurologiques plus profonds. De ce que j'ai compris, quand on fait une erreur en tant que musicien, donc je pense que ça c'est pareil pour d'autres actions, mais quand on fait une erreur, le cerveau est capable de l'anticiper jusqu'à 100 à 70 millisecondes avant. Et donc, entre guillemets, de ne pas considérer le mouvement qui a été fait comme bon. Et donc de ne pas l'enregistrer. Et donc, quand on est soumis à un état de stress ou des choses comme ça, cette anticipation est altérée et elle ne se fait plus. Ou quand il y a une modification au niveau neurocentral, elle ne se fait plus. Et donc le mauvais geste, si on peut dire un mauvais geste, est intégré comme le bon. Et donc le mouvement, si on a fait une contraction du 2 alors qu'il fallait faire une contraction du 1 et que c'est une erreur qui est répétée parce qu'on est aussi soumis à du stress et que le stress favorise ces erreurs-là, et ben, potentiellement ça s'ancre après au niveau central. Il y a une plasticité qui se fait comme une plasticité qui peut se faire sur la douleur ou sur autre chose. C'est ça, exactement. Et donc, après, si on doit donc définir si on fait un peu la soupe et la recette pour faire un musicien dystonique, même si c'est pas notre but, c'est un patient qui est donc ça touche quand même plutôt les hommes, qui ont démarré leurs instruments un peu tardivement. Alors ça, dans la littérature, c'est un peu expliqué comme si, quand on commence un instrument plus jeune, il y a une espèce de métaplasticité qui se met en place, qui fait que le schéma moteur sera beaucoup moins atteignable et modifié par certains troubles. Voilà. En gros, comment ça serait expliqué, ça reste de la théorie. Donc voilà, il y a quand même des instruments qui sont plus touchés, la guitare, les claviers en 2 et la flûte traversière en 3. Donc pour les dystonies. Sachant qu'il y a des dystonies au niveau des lèvres aussi, il peut y avoir des dystonies partout. Voilà, on parlait de la main, mais on retrouve chez les flûtistes beaucoup de dystonies au niveau des orbiculaires, des choses comme ça. Mais justement, tu parles de ça. Je me posais la question, quand on a un cuivre qui se fait une plaie ou qui s'abîme la lèvre, vous rééduquez ça ou c'est plutôt les orthophonistes Alors moi perso, j'ai pas de compétences là-dedans, donc mais ça peut arriver. Et d'ailleurs ils sont assez sensibilisés quand même à ça, les vents. Ils se connaissent bien, ils ont pas mal de petites astuces pour se gérer. J'ai pas encore la notion, c'est vrai que j'en traite peu des vents. Pour moi, je suis pas encore assez au courant de certaines choses pour pouvoir les prendre en charge. Donc ouais, on va plutôt les orienter vers des orthophonistes ou alors des gens qui sont spécialisés dans la maxillofaciale. C'est vrai que ça peut arriver. Des déchirures de l'orbiculaire, il me semble que ça s'appelle la lésion d'Armstrong. Il me semble que dans l'histoire, Armstrong a subi une lésion là, donc voilà. Faire de l'orbiculaire, de l'excentrique sur l'orbiculaire, moi je sais pas faire. Je sais même pas si c'est pertinent d'ailleurs. Mais donc du coup, c'est très compliqué. Et peut-être préciser aux gens que, je sais plus si tu as dit, tu faisais de la trompette, non ? Non, moi j'ai pas fait de... Non, je pense à un autre collègue qui en fait. Oui. Juste préciser que effectivement les instruments avant produisent le son avec les lèvres. Enfin pas tous, mais en tout cas pour beaucoup les lèvres participent. Et je sais pas moi, un trompettiste qui se fait exploser la lèvre parce qu'il se prend un coup de poing, ça peut être une fin de sa carrière parce que le son il peut... Oui, tout à fait. Ça peut être fini. Ouais, tout à fait. Donc ça peut être dramatique. Mais même une plaie à la bouche ou un truc comme ça. C'est ça. Même une petite gerçure. En fait, les pressions sont telles, notamment à la trompette. C'est quand même vraiment un instrument où c'est costaud. Le hautbois. Hautbois trompette, c'est hyper exigeant au niveau de diaphragme abdos parce que là, faut un transverse en béton. Justement, des fois, les musiciens n'utilisent pas les bons muscles pour aller chercher la force. Donc là, c'est aussi notre rôle, mais ça, on peut l'identifier. Mais ouais, tout à fait. Et chez les instrumentistes avant, il y a des problématiques très particulières liées justement à ce qu'on appelle le masque. C'est donc cette position dans laquelle on se met, cette position de force des muscles au niveau de la face. Puis honnêtement, quand je vois un oboïste jouer, j'ai toujours l'impression qu'il va faire une rupture d'anévrisme. J'ai tout rouge. Est-ce qu'on a une prévalence de la rupture d'anévrisme des oboïstes ? Eh ben écoute, il faudrait que j'aille rechercher. Non, mais c'est non, c'est fou. Les trompettistes, on les voit. La pression qu'ils se mettent. Ouais. Énorme. C'est assez impressionnant.
Ok, alors on va passer à une seconde partie, puisque je voulais également qu'on parle un peu des prises en charge. Alors, vous l'avez compris en entendant tout ça, il y a une grande variabilité d'atteinte, évidemment, ce qui fait que je pense qu'il va falloir individualiser les prises en charge. Avant ça, toi, si tu devais donner des trucs et astuces pour celles et ceux qui nous écoutent sur, déjà dans l'évaluation, qu'est-ce qui te paraît intéressant comme type de marqueur à aller chercher, comme information à aller chercher quand tu t'occupes de ces patients? Alors, donc effectivement, alors l'anamnèse chez le musicien, bah, comme chez tout patient, mais chez le musicien d'autant plus, c'est là où on va instaurer notre relation de confiance. Donc ça va être le moment aussi où on va montrer si on a été formé, que bah, on a des compétences et qu'on sait aller chercher des informations. Donc je pense que déjà on en parlait tout à l'heure, de savoir si le musicien est pro ou amateur, c'est important. Euh, Parce que bah, s'il est pro, bah, on sait qu'on va proposer, en tout cas si on va lui proposer du repos en termes de traitement, ça passera pas. Donc il va falloir le gérer autrement, surtout s'il est dans une période de concert. Donc ça va nous faire choisir peut-être enfin ça va nous faire certains choix thérapeutiques qui sont un peu comme chez le sportif, de dire bon, là on est dans un moment où c'est les concerts, de toute façon faut y aller. J'ai pas le choix, je suis soliste, je suis pas peu remplaçable, ou il y a toujours généralement quelqu'un, mais j'ai un poste qui est très important. C'est vraiment si je peux pas du tout qu'il faut que je vienne pas, quoi. C'est un peu la star sur le terrain de foot, quoi. Il faut qu'elle soit là pour les gros matchs. Et ben Et c'est même on un peut penser peut-être aux danseurs étoiles, aux trucs danseur comme ça. étoile, effectivement. Ouais. Donc si c'est un pro qui est dans une phase de concert, et ben on sait qu'on va plutôt essayer de l'accompagner au mieux, plutôt que de dire oh il faut changer tout, il faut qu'on aille travailler certains points de posture, certaines parties. Donc ça on le laissera pour plus tard, et on va plutôt travailler du symptomatique, on va plutôt l'accompagner au mieux pour qu'il puisse faire son concert malgré les douleurs, et d'essayer qu'il soit dans de meilleures dispositions pour le faire. Donc voilà. Donc l'amateur, bon, même si il peut avoir des échéances aussi, généralement elles sont moindres, euh, et, euh, et il peut les reporter. Voilà, potentiellement. Et donc ça c'est au niveau subjectif. Au niveau maintenant objectif, est-ce que, je sais pas moi, il y a des choses à l'observation, au mouvement, Mm. ou que tu regardes de manière particulière? Donc après, bah, L'examen clinique. généralement, alors l'examen clinique, on le fait, et c'est la spécificité. Bien sûr, on essaye de le faire avec l'instrument. C'est ce qui est des fois compliqué avec certains instruments. Donc bon bah, moi je me trimballe de temps en temps mon clavier que j'amène au cabinet. Et puis bah voilà, parce que bah c'est ce que vient chercher le patient aussi. C'est une expertise sur son instrument. Donc en dehors de l'anamnèse, on peut aller chercher un peu d'hyperlaxité, d'hypermobilité, savoir s'il y en a, sachant qu'elle peut être un frein ou une alliée. Les D'accord. deux. Un frein dans la stabilisation d'un mouvement, et un allié dans la contrainte posturale un petit peu plus importante. Donc ça serait peut-être aussi une adaptation du corps. Donc ça peut être ça. Alors à l'instrument, je dirais, on se concentre beaucoup sur la manière dont le musicien va prendre son appui dans le sol, que ce soit debout ou assis. D'aller chercher, de voir un petit peu comment il utilise ses membres inférieurs, ça c'est important. En deux, du coup, bah, qu'est-ce que ça implique sur le positionnement de son bassin et de sa colonne? Est-ce qu'il utilise déjà ses membres inférieurs ou pas? Est-ce qu'il utilise sa colonne? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il est statique? Voilà, ça c'est des éléments qui sont très importants. La position de l'épaule en général, le positionnement de l'épaule et de l'omoplate, très important. Et ensuite, souvent, c'est la main, l'arche de la main, la position du pouce. On va dire que voilà, ça c'est un peu les grandes lignes de l'observation chez un musicien. Ok. Est-ce qu'il y a des tests orthopédiques vraiment spécifiques, particuliers, pour nous aider ensuite derrière, autre que qu'on retrouve dans le champ musculo-squelettique général? Alors, moi j'ai eu un problème avec le violon, c'est que j'arrive pas à faire une flexion profonde isolée de mon 5. Donc là, Mhm. si je force, j'arrive pas à faire, alors que de l'autre côté, je peux faire ça. Mhm. Donc je sais pas si c'est une anastomose, si c'est parce que là je peux. Voilà. Donc je sais pas si une anastomose ou voilà. Donc ça serait le Goldwyn test. Et, il est décrit en littérature. Alors je l'ai vu noté et j'ai pas trouvé de description.
C'est souvent comme ça avec les tests, j'ai l'impression. Donc le Goldwyn Test, qui serait presque un test de savoir si tu peux aller loin ou pas dans le violon. C'est un peu comme ça, comme il était présenté dans l'étude. En tout cas, il se posait la question si c'était pas le test de savoir si potentiellement t'as ça. C'est un peu compliqué, quoi. Donc je me suis fait engueuler pendant des années par mon prof parce que mon doigt était comme ça au-dessus des cordes et pas bien plié comme les autres, bien arrondi pour bien gainer la main et tout ça. Donc ouais, il y a celui-là, c'est celui que j'ai en tête. C'est, il me semble, le seul que j'ai pu voir. Sinon, tout le reste, ça va être des choses qu'on connaît déjà. Des tests classiques qu'on retrouve, je sais pas, pour l'épaule, pour le coude, etc. Exactement. Avec toutes les réserves qu'on peut dire. Exactement. Et puis, après, c'est des tests. Voilà, par contre, ça sera plus les tests fonctionnels où là, il peut y avoir de l'analyse avec des claviers MIDI. Par exemple, si on prend un pianiste, on peut brancher le clavier, on fait une analyse MIDI, ça nous donne un peu l'intensité avec laquelle il frappe sa note. S'il y a une dystonie, on peut la remarquer aussi en faisant donc avec un métronome. On prend les deux doigts ou les doigts dystoniques et puis on essaye de voir à quel tempo ça intervient et on verra sur l'analyse MIDI une baisse de l'intensité. Voilà. Bon, c'est beaucoup d'analyse, c'est beaucoup de temps, ça prend énormément voilà. C'est quelque chose qui est plus, je pense, de l'ordre de la recherche que de l'ordre du clinique. Ok. Donc une fois que tu as fini ton examen clinique, que tu as identifié une problématique, est-ce que tu pourrais nous donner les grands principes de la prise en charge kinésithérapique de ces patients musiciens ? Donc voilà, anamnèse, bien repérer donc, le contexte de la lésion, pourquoi, comment c'est arrivé, les tenants, les aboutissants, où il en est dans sa formation, où il en est avec son instrument, le niveau qu'il a, tout ça c'est vachement important. Est-ce qu'il y a eu des modifications aussi sur son instrument récentes, est-ce qu'il l'a changé il n'y a pas longtemps, des choses comme ça. Voilà, on fait ensuite notre analyse avec l'instrument. Et ensuite, alors sur la prise en charge, c'est d'essayer de trouver chez lui la petite astuce, le petit truc à changer qui va tout changer. C'est un peu ça, si je puis dire. Donc c'est des conseils posturaux sur le positionnement de certaines parties en fonction, qui découlent du bilan. Certains musiciens qui sont très bien, on va dire, placés, si on peut dire ça, mais il leur manque une petite chose. Donc des fois, on va leur... Pardon, excuse-moi, il y a l'aide moto. C'est pas grave. Donc c'est surtout ça. Alors après, en termes de prise en charge sur les techniques, je dirais ça, le patient aussi musicien, c'est des fois il faut aussi reconsidérer que ça reste un patient comme les autres, et donc les techniques kiné qu'on connaît, elles peuvent marcher. Alors sur des troubles particuliers, je pense à la dystonie. Là, on va plutôt se rapprocher de protocoles un peu type de SDRC. Donc reconnaissance latérale du membre, de l'imagerie motrice. Vous allez imaginer quand vous n'aviez pas votre problème, comment vous jouiez de l'instrument. Voilà. Ça peut faire partie de ces choses-là. Et la spécificité, c'est la rééducation sur l'instrument. Donc par exemple sur la dystonie, ça sera du jeu lent. Jeu avec du tempo très lent. On essaye de ne pas avoir les symptômes, parce que souvent le symptôme se manifeste à la vitesse. Ça dépend des grades de la dystonie, ça dépend de où on en est, mais ça va être un gros enjeu du kiné spécialisé dans le musicien. Voilà, il doit savoir proposer aux patients un protocole de jeu à tempo lent, infrasymptomatique si on peut dire. Et sinon, il y a donc cette partie spécifique et toute une partie qu'on connaît, des étirements, des levées de tension, des choses, ma foi, simples. La rééducation du musicien n'est pas quelque chose de compliqué en soi, il n'y a pas des techniques extraordinaires, bien qu'il en existe quelques-unes qui soient particulières. Je pense à le Feldenkrais, c'est des techniques psychocorporelles de conscience, de conscientisation de certaines zones ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas forcément, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Par contre, c'est une petite, voilà, c'est comme en sportif, on va avoir une connaissance de la contrainte, donc du coup, on va savoir proposer des ajustements pour optimiser. C'est l'optimisation de la posture, je dirais. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est que la prise en charge, elle se concentre d'une part, on considère, tu me dis si je me trompe, que c'est un patient comme les autres, donc il faut lui faire un soin individualisé. Oui. Mais d'autre part, il y a une spécificité quand même du musicien, c'est de l'évaluer, de le traiter avec son instrument. Exactement.
Donc c'est une super individualisation C'est ça. par rapport au jeu. Donc j'imagine que dans les formations qui existent sur le marché actuellement, on s'intéresse par exemple, je sais pas moi, les douleurs du saxophoniste, les douleurs de tel instrument. C'est ça c'est là-dessus que porte le programme de ces formations. Donc, moi, j'ai pas fait encore. Je sais pas si je la ferai médecine des arts, mais je sais que j'en ai en parlé un petit peu avec des gens qui l'ont fait. Effectivement, tout est découpé en thématiques. Voilà. Nous, dans la formation, comme c'est articulé, c'est une formation qui est un peu plus courte. Médecine des arts, c'est une formation sur 1 an. Nous, on a préféré proposer des modules. Voilà, donc un module d'initiation où on parle, on va dire, des généralités qui peuvent s'appliquer à tous les musiciens. Un deuxième niveau qui est articulé plutôt par famille, les cordes, les bois, les vents, les percussions, les chanteurs, voilà, les guitaristes. Donc plutôt par type de contrainte et type de famille. Et un troisième niveau qui est sur une spécialisation sur un instrument en particulier. Ok, et donc c'est une question qui est pas du tout, j'ai pas la réponse. Hein. Est-ce que d'un point de vue extérieur, je me pose la question par rapport à la recherche dans ces pratiques qui sont spécifiques. Moi, les quelques musiciens professionnels que j'ai eu l'occasion de voir, du fait de mon parcours de musicien, j'avais de temps en temps l'impression que ils étaient rattachés dans les prises en charge à des choses un peu... Alors, tu as parlé de Feldenkrais, je ne me permettrai pas de juger parce que je ne connais pas, mais des fois, il y avait des espèces de choses vraiment assez éloignées de la pratique basée sur l'épreuve. Du coup, fallait manœuvrer avec ça. Est-ce que tu penses que le milieu des musiciens est justement peut-être du fait qu'il y a peu de recherche et tributaire de ces thérapeutiques parfois, je ne vais pas dire ésotériques, expérimentales. Pas bien été. Expérimentales, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, moi c'est exactement un peu mon sujet parce que donc, dans la formation avec Xavier, moi j'interviens sur la partie recherche et j'essaye au maximum de présenter ce qui se fait dans les études chez les musiciens. Alors effectivement, c'est une niche. Comme toute niche, il y a des gens qui vont développer leur méthode et des méthodes qui portent leur nom des fois, ou enfin un petit peu dans ce style-là. Effectivement, il y a beaucoup d'expérimental, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre de l'expérience clinique que de la preuve. Moi, c'est ce que j'aimerais allier ces deux mondes. Parce que donc au départ, effectivement, moi je sortais tout pimpant de l'école avec mon approche BP et je vais réussir à révolutionner le monde. Et on se rend compte que en fait c'est pas que ça. Et puis que dans l'approche EBP, l'expérience clinique, elle est tout de même importante. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le défi de la formation pour les musiciens, le défi de ça, c'est de former des professionnels qui soient aussi compétents avec des techniques qui ont fait leurs preuves en clinique. Donc, et là, c'est la partie de Xavier, qui lui bosse avec les musiciens depuis 15 ans. Et donc, il a certainement compris des choses que moi, en lisant la littérature, j'ai pas comprises. Ce qui semblerait d'ailleurs logique. Mais de les confronter aussi, moi, c'est ce que je fais en permanence. Donc, de confronter un petit peu le contenu de la formation qui donne à des choses et de tout en temps de lui dire c'est quand même vraiment, vraiment éloigné de ce qu'on sait. C'est même pas on sait pas, c'est on sait que c'est pas ça. Voilà, donc c'est mon job dans la formation. Et récemment, il y a une autre personne qui nous a rejoint, Marie, avec laquelle on va mettre en place cette un peu veille de littérature sur le sujet. Donc oui, on est confronté à des patients qui ont déjà rencontré des personnes, et comme c'est un milieu de niche, il y a des gens qui se sont fait une place dedans avec une certaine technique, et donc c'est parfois difficile de leur faire entendre qu'il n'y a peut-être pas que ça et que c'est peut-être éloigné de certaines preuves. Alors est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Là c'est toujours le grand débat, mais oui, on est confronté à des patients et les typiques, ils vont donc dans les études c'était marqué qu'ils allaient beaucoup plus consulter les ostéopathes. D'accord. Voilà. Alors peut-être parce qu'ils ont l'impression que l'ostéopathe a une compréhension plus fine du corps que le kiné.
peut-être que c'est l'image de notre métier qui est là en jeu et pas tellement nos compétences, mais l'image qu'on lui donne depuis de nombreuses années. Donc, j'ai difficile de répondre. Peut-être que pour rebondir sur ce que tu disais au début de ce podcast, que les musiciens professionnels, surtout je pense, se considèrent un petit peu comme des machines à haute précision et de fait nécessitent des soins experts. Extraordinaire. Et effectivement, peut-être que dans des approches autres que kinésithérapiques, eh bien, il y a ce souci-là. Moi, je pense à l'ostéopathie entre guillemets traditionnelle, où on est sur la théorie un peu du fixing, de la réparation, où il y a un truc qui s'est désaxé, je travaille dessus, puis ça va aller mieux après. Je pense que ça peut faire écho pour certains musiciens. Bien sûr. Je me posais la question en t'entendant justement sur les effets contextuels. Est-ce qu'on a une idée de l'impact des effets contextuels des soins chez ces musiciens ? Pas à ma connaissance. En fait, l'effet contextuel, il se fait surtout par la confiance et la relation qu'on va instaurer avec le musicien. J'ai le cas en ce moment. J'ai une personne, un pianiste qui vient me voir, qui a un problème depuis 2 ans, qui était en reconversion professionnelle, qui a fait le CNSM de Paris en composition. Et donc, il était informaticien, faisait de la recherche en informatique. Et donc, il n'arrivait même plus à taper, à appuyer sur une touche d'un clavier tellement il avait des douleurs dans les poignets. Donc là, il y avait un peu de... Enfin, c'est un overuse syndrome très sévère, presque un peu algo, mais pas identifié sur scintigraphie. Et donc, au début, ça a été j'ai vraiment ramé pendant la première séance qui a duré 2 heures et les séances d'après pour qu'on instaure ce dialogue de confiance et qui voit que j'ai compris son problème et d'essayer de lui expliquer avec des mots plutôt, enfin voilà, dans un langage qu'il comprenait. Donc, ouais, je dirais que l'effet contextuel passe surtout par l'instauration d'une relation de confiance. Voilà. Ok. Merci pour tout ça. Est-ce que tu pourrais nous donner d'éventuelles ressources ou des endroits où trouver des ressources pour la prise en charge de ces patients ou des formations? On a déjà un peu parlé, mais... Oui, bien sûr. Alors, donc, en formation, moi, de ce que je connais, donc il y a Médecine des Arts à Paris, qui est sur un cycle de 2 ans. Il y a Marie-Christine Mathieu qui propose aussi des formations. Je ne sais plus sous quel format. Là, je ne saurais pas dire. Et donc, il y a nous, avec Xavier. Donc, l'organisme s'appelle Musician Care. Pour l'instant, on est basé à Lyon. Voilà. Il me semble qu'il y a des formations à venir. Bon, voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, vous pourrez regarder. Tu mettras en lien. Musician Care, on pourra mettre en lien. Xavier anime une page, un compte YouTube avec des conseils destinés et aux thérapeutes et aux musiciens. Donc il y a Rocking Care, Musician Care, vous pouvez taper ça sur YouTube. Il y a des éléments de réponse. Marc Papillon aussi sur YouTube, il a des vidéos qui peuvent être intéressantes. Donc voilà en termes de formation. En termes de ressources, alors en français, il y a plusieurs kinés qui ont publié des livres. Donc Marie-Christine Mathieu, Coralie Cousin, Isabelle Campion, qui est aussi à la clinique du musicien Oui, Campion, ça me parle. À Paris. Ouais, à Paris. Exactement. Donc voilà pour les livres français. Je sais qu'il y en a d'autres, je m'excuse de les oublier, mais on va dire que c'est ceux que je retiens. Après, en termes de ressources, sur PubMed, on trouve des choses. Il y a des articles sur les musiciens. Moi, c'est mon boulot. Donc, il y en a en ce moment, je ne sais plus le nombre exact, j'avais cherché. Mais en tout cas, il y en a moins de 5000 ou moins de 6000. Donc, en fait, si on tape juste le terme musician dans PubMed, on trouve 6000 articles. Et des fois, en plus, si c'est des choses où il y a juste de la musique en thérapie pour des démences, c'est pas du tout sur les musiciens. Donc, si on fait le tri, il n'y en a pas beaucoup, avec juste un mot-clé. Donc du coup c'est facile de faire de la veille dessus. On a juste à mettre je reçois un mail tous les mois de PubMed sur le sujet. Donc PubMed, alors outre-Atlantique, chez nos amis américains, il y a la PAMA qui a alors eux ils proposent de temps en temps des e-learning un petit peu que j'avais suivi. Bon, ça reste des e-learning en anglais, assez théorique.
mais ça peut être intéressant pour si ça intéresse. Ça peut être intéressant si ça intéresse. C'est une très belle phrase. Ça peut être intéressant si c'est un sujet que vous recherchez. Donc la PAMA, ils ont aussi un gros livre donc sur les pathologies des musiciens, et ils publient un hebdomadaire. Je sais plus. Enfin, ils publient un livret comme ça. Médecine des Arts aussi fait ça. Ils publient une revue. Il y a chez les Australiens aussi, l'APSACH, je crois que c'est ça. Chez les Allemands, il y a aussi un petit peu une association comme ça qui regroupe les thérapeutes musiciens et qui publie un petit peu. Voilà, donc il y a quand même quelques instances. En France et surtout à l'étranger, on va dire, d'associations comme ça, d'experts. Voilà. Je dirais que c'est déjà pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Je termine toujours par 2 petites questions toutes bêtes. Si je pouvais te donner une baguette magique, est-ce que si tu devais changer quelque chose, oui, si tu dois changer quelque chose à ta pratique, ton cursus de kiné, de formation, et plus largement à la profession, tu as le droit de remonter jusque quand tu veux, ce serait quoi ? C'est une question qui est hyper complexe, je trouve, parce que d'autant plus du haut de mes 2 ans de diplôme. Sur la formation... Oui, mais c'est ma question. Oui, bien sûr. Un politique. C'est vrai qu'on est en plein dedans en plus. Alors sur le cursus, non, je trouve que c'est bien, on est sur la bonne voie. Le fait d'être passé en 4 ans, d'avoir une démarche peut-être un peu plus axée, d'avoir intégré la littérature scientifique à une expertise clinique, à l'écoute du patient, je trouve que c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de bénéfices. J'ai passé une très bonne formation, j'en suis sorti avec des compétences, je trouve, en initiale. À compléter, bien sûr, je trouve, encore. Hein. C'est vrai que quand on sort, il y a certaines choses qu'on n'a pas totalement encore intégrées, figées sur toutes les études, de passer... Donc peut-être, allez, à la limite, je me lance sur une année de spécialisation dans un domaine qui nous plaît. Donc une 5e année de kiné pour avoir un Master 2 et pour pouvoir faire de la recherche. Et je pense que ça tirerait... C'est ce qui manque aujourd'hui à notre profession. Ce qu'on voit aujourd'hui, que les professions qui sont bien installées, c'est des professions dans lesquelles il y a des chercheurs. Parce que du coup, il y a des preuves. Donc allez, une 5e année avec spécialisation en neuro, en musculo-squelettique, en gériatrie, dans tous les domaines, en maxillofacial peut-être. Enfin, dans tous les domaines de compétences qu'il peut y avoir, bien sûr, à diviser. Mais c'est vrai qu'on voit que moi, je vois des amis qui sont spécialisés en maxillofacial. Je ne sais pas faire leur travail. C'est pas mon métier, quoi. Et pourtant, on a le même nom. Alors que quand on prend un plombier, généralement, il sait faire à peu près je pense tous les plombiers savent faire à peu près le travail d'un plombier. Donc voilà, je pense à un truc comme ça. Allez, ouais, si je dois changer un truc, allez. Je rajoute une année d'études payante à 10 000 € l'année, voilà. Okay. C'est déjà le cas. Pour certaines écoles, malheureusement, oui. Bon. Ok, merci beaucoup Louis d'avoir accepté et répondu à cette invitation. Merci à toi Mathieu. On te souhaite plein de choses sur la suite. Moi pour finir, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, de nous avoir supporté jusque-là. Vous savez que le podcast, il vit aussi parce que vous l'écoutez et puis parce que vous le partagez. N'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles ou même un commentaire, ça nous aide beaucoup et je vous retrouve prochainement. J'ai 2-3 idées d'invités et donc on va essayer de garder ce rythme de un gros podcast par mois, séparé en 2 épisodes, donc début et milieu de mois. Merci à tous, merci Louis et à plus tard. Merci Mathieu, au revoir à tous. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines pour parler du pied. À très vite sur le podcast de GMK.